Et Simon, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, les raisons qui t'ont conduit à travailler sur les questions liées à l'eau et à écrire tes deux essais, et notamment le dernier, Nous sommes faits d'eau. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour l'invitation. Alors oui, je peux me présenter rapidement. Donc, je suis Simon Porcher et je suis professeur à l'université en gestion et en économie, hein. Donc, je suis économiste de l'eau, hein, si je dois simplifier, un économiste qui travaille sur des questions relatives à l'eau. Et je travaille essentiellement dans mes recherches sur l'eau potable et l'assainissement, donc sur le service public de l'eau, qui est un sujet qui m'a intéressé dès le plus jeune âge. Alors, pour différentes raisons, mais une des raisons est personnelle. Sans entrer trop dans le détail, j'ai mes deux parents qui ont une maladie liée à l'eau, étant petit. Donc, ça montre que l'accès à l'eau de bonne qualité, c'est quand même un enjeu humain important, un enjeu évidemment de survie, mais aussi un enjeu pour la dignité humaine, parce que ça peut avoir des conséquences sur une vie, hein. Ma mère a été déscolarisée à un certain moment, ça a vraiment affecté sa capacité à faire des études par la suite. Et donc ça explique aussi pourquoi moi j'ai été au bout des études, je le dis souvent sous forme de blague, mais j'ai été jusqu'au doctorat parce que pour mes parents, il fallait absolument qu'on étudie vraiment jusqu'au bout, même si ça fait pas toujours de sens de faire un doctorat, hein. Je le dis un peu en rigolant aussi, mais quand on commençait les études, il fallait finir parce que eux, ils avaient eu des problèmes à l'école quand ils étaient petits à cause de ces maladies liées à l'eau. Et puis mon père est d'origine vietnamienne. Donc là, on est dans un contexte complètement différent de pays en développement, où on n'a toujours pas accès en grande partie à une eau de bonne qualité au robinet. Et on est dans un enjeu complètement différent de développement de l'infrastructure. Mais on voit que sur deux contextes différents, le Vietnam et la France, finalement, on a un même enjeu qui est quand même l'accès à l'eau potable et puis l'accès à l'assainissement qui est une autre question. Donc ça me rappelle aussi quelque part la phrase de Pasteur qui disait on boit 90% de nos maladies, hein. Il y a vraiment un enjeu de santé publique aussi autour de l'eau. Et puis j'avais un intérêt aussi pour les partenariats publics-privés, vraiment au sens large, c'est-à-dire les services publics dans lesquels on retrouve des entreprises privées qui vont gérer le service parce que c'est un peu inattendu. Euh, Ça peut entraîner des vrais problèmes de régulation aussi des services publics, hein, quand on a des entités privées qui viennent gérer ces services. Mais il y a aussi beaucoup de demandes des collectivités publiques pour bénéficier du savoir-faire d'entreprises, d'investissement des entreprises. Et donc, on se rend compte aussi qu'en France, notamment, hein, historiquement, on a beaucoup de services publics qui sont en fait gérés par des entreprises privées. C'est très présent dans l'eau et l'assainissement, mais c'est aussi très présent dans les cantines publiques, dans les transports, un petit peu partout. En fait, il y a quand même cette question de partenariat public-privé. Et l'eau m'intéressait aussi particulièrement parce qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Enfin, il y a toujours beaucoup de gaspillage dans l'eau. On a des fuites d'eau sur les réseaux d'eau potable, mais d'une manière générale, l'eau aussi dans la nature est gaspillée, est polluée. Et c'était un sujet qui m'intéressait plus particulièrement avec l'alimentaire, où là aussi on a beaucoup de gaspillage. Donc je me suis spécialisé sur l'eau, mais j'ai bon espoir un jour de travailler aussi sur toutes les questions de gaspillage alimentaire et sur le lien entre l'alimentation et l'utilisation de l'eau. Donc j'ai fait des recherches, hein, pendant un certain nombre d'années, puis après j'en ai sorti un essai, alors sur un essai qui est plus centré sur mes recherches, le premier qui s'appelle La fin de l'eau avec un point d'interrogation. Je dis plus centré sur mes recherches parce qu'il y a une grosse partie de la fin de l'eau qui est dédiée quand même à toute la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement, hein, en France et partout dans le monde. Il y a toute une autre partie aussi qui est plus politique et plus même de politique économique, sur la manière dont on a mal considéré l'eau comme étant un enjeu d'adaptation ou un enjeu essentiel du réchauffement climatique. Donc il y a toute une partie d'analyse politique des grands accords internationaux qui ont été mis en place sur le réchauffement climatique ou sur la biodiversité et du pourquoi en fait on n'a pas assez pris en compte l'eau dans les négociations internationales. Et dans les solutions d'ailleurs de la fin de l'eau, il y a toute une partie sur l'eau du robinet et l'assainissement, mais aussi cette question de construction d'une gouvernance mondiale de l'eau qui permettrait de remettre en avant les enjeux liés à l'eau, pas seulement l'eau potable et l'assainissement, sur lesquels on a un objectif de développement durable qui est dédié, mais aussi sur la gestion de l'eau d'une manière générale et sur le fait que les États doivent être responsables et redevables de la manière dont ils gèrent leurs ressources en eau. Aussi bien l'eau bleue que l'eau verte, hein, je pourrais revenir dessus, mais c'est assez important parce que d'un point de vue juridique, les États sont souverains sur leur territoire
Et donc, beaucoup vont dire, ben non, moi, je gère la rivière comme je veux, je construis un barrage si je veux quand la rivière passe chez moi. Et il n'y a pas cette notion de responsabilité, de redevabilité de la manière dont on gère l'eau vis-à-vis des États voisins, mais aussi vis-à-vis du reste du monde. Parce qu'on est tous interconnectés par l'eau. Les polluants qu'on injecte dans l'eau se retrouvent dans les océans et donc, in fine, contaminent tout le monde. Donc voilà, il y a quand même cet effet aussi très global sur la gestion de l'eau. Donc la fin de l'eau, c'était très axé sur l'eau potable et l'assainissement et ces questions d'eau comme étant un bien commun global. Je le disais, ça s'inscrivait dans deux actualités aussi qui étaient importantes, les sécheresses de 2022 et 2023 en France, évidemment qui ont aussi beaucoup mis en avant la question de l'eau, de la gestion de l'eau en France. Je peux donner un exemple, mais en gros, moi, on m'a jamais contacté, les médias ne m'ont jamais contacté pour des questions relatives à l'eau sur les 15 ans avant 2022, quoi. Donc sur toute la période où j'ai fait ma thèse, où j'ai publié des articles, eu des doctorants, même géré des chaires en lien avec la gestion de l'eau. On m'a jamais contacté. On m'a contacté pour des questions de privatisation, des questions de services publics gérés par les entreprises privées, mais à aucun moment on m'a contacté pour l'eau. Et à partir de 2022-2023, il y a eu là des prises de contact et ça montrait que le sujet prenait de l'importance et devenait un sujet aussi d'inquiétude et qu'il y avait aussi une nécessité de s'engager avec des essais grand public pour aussi engager, ramener le grand public dans ces questions, hein. Pas seulement simplifier les choses, mais aussi mobiliser quand même le grand public dans ces questions. Et puis le deuxième essai, du coup, là, Nous sommes faits d'eau, hein, qui vient de sortir il y a un peu moins il y a un mois exactement, un peu plus d'un mois même en fait. Nous sommes faits d'eau, c'est un ouvrage qui est plus consacré à l'eau, mais l'eau comme une ressource, l'eau comme vraiment bien commun. Il y a moins d'aspects liés à l'eau potable et à l'assainissement, plus d'aspects liés à l'eau comme étant un patrimoine que l'on doit partager, un patrimoine qui nous précède et qui nous survivra. Donc, il faut prendre soin de l'eau pour les générations futures, mais aussi pour l'ensemble du vivant. Et là, ça rejoint aussi tout ce qui est développé par l'hydrologie régénérative. Et puis, c'est plus centré sur les enjeux français. Autant le premier était très axé, enfin, la fin de l'eau était très axée sur les questions globales, parce qu'il y avait cette idée de notion de bien commun global, et de trouver le moyen de donner accès à l'eau vraiment à tout le monde, à l'eau potable, hein, vraiment à tout le monde, partout dans le monde. Mais autant le second est beaucoup plus centré sur les questions françaises. Par exemple, je parle beaucoup des eaux embouteillées, des scandales qu'il y a eu sur les eaux embouteillées, des piscines, du fait que les piscines publiques sont délabrées en France, mais qu'à l'inverse, il y a beaucoup de piscines privées qui se créent, des polluants éternels comme les PFAS, de l'impact des data centers sur la gestion de l'eau. Donc on revient sur des questions plus françaises, des questions aussi plus liées à l'eau comme aux eaux brutes ou aux eaux qu'on a dans la nature, et la manière dont on peut partager l'eau au niveau d'un territoire local. Donc ça fait un peu le pont avec l'ancien, hein, parce que l'ancien était plus sur des questions globales, là il y a des questions beaucoup plus locales qui sont mises en avant. Je redéveloppe aussi certains éléments qui sont passé assez vite en revue dans le premier, donc les questions agricoles par exemple, les questions de pollution aussi qui étaient pas vraiment détaillées au regard de tous les polluants qu'on détecte maintenant dans l'eau du robinet et qu'on va surveiller de plus en plus et du coût financier et du coût sanitaire de ces polluants. Donc ça vient de façon complémentaire s'ajouter aux réflexions que j'avais pu avoir sur le premier livre. Puis en fait, grâce au premier livre, je me suis déplacé un peu partout en France, j'ai rencontré plein de gens, aussi plein de spécialistes. Et donc le deuxième est nourri aussi des différentes réflexions que j'ai pu avoir en ayant des interactions et des dialogues avec différentes personnes en France, puis un peu partout dans le monde, mais surtout en France, hein. Donc voilà, en fait, alors après, ce qui est en commun par contre dans les deux livres, c'est d'abord le fait que l'eau, c'est multidimensionnel. Même si il y a, euh, j'ai un prisme qui est beaucoup plus axé sur l'eau potable et l'assainissement d'une manière générale, parce que c'est le sujet aussi que je connais le mieux. L'eau, ce qui est intéressant, c'est que ça touche vraiment à tout, hein. Ça touche à l'hydrologie, évidemment, hein, cycle de l'eau. C'est même la partie la plus importante, hein, parce que c'est la partie qui nous touche tous. Ça touche aussi à des aspects géologiques, la gestion des nappes, hein, à des aspects économiques évidemment, mais aussi juridiques, sanitaires, juridiques, enfin j'en ai déjà parlé, mais juridiques au sens même éthique avec l'accès à l'eau pour la dignité humaine. Ça touche à l'architecture. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'architectes et donc il y a des vraies questions aussi évidemment d'adaptation du bâti
euh, avec la rareté de l'eau, mais aussi avec les inondations, mais aussi des questions d'aménagement du territoire qui sont, je trouve, passionnantes et sur lesquelles les élus aussi ont la main au niveau local. Donc c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut vraiment faire des choses. Et puis aussi, il y a des éléments qui sont développés dans le second livre et qui sont moins présents dans le premier, mais qui sont aussi toutes ces questions d'engagement en fait des citoyens autour des politiques de l'eau. Parce qu'il y a aussi tout un travail d'acculturation, d'éducation, mais aussi d'embarquement des citoyens pour qu'ils se mobilisent très largement autour de l'eau. Et il y a des choses qui se passent déjà. Les associations, évidemment, hein, vous êtes vous-même la preuve qu'il y a de la mobilisation autour de ces sujets, mais il y a encore du travail et puis il y a beaucoup de questions quand même des gens, d'une manière générale, qui se demandent comment ils peuvent participer et influencer les politiques au niveau local. Donc ça aussi, j'ai essayé de l'écrire. Alors c'est compliqué hein, parce que concrètement de mobiliser aussi les gens, ça demande un travail qui est très différent de celui de la recherche, ou celui de l'écriture, ou même celui de la vulgarisation. Mais il y a un engagement qui peut passer aussi par l'écriture. Merci Simon pour ce premier tour d'horizon. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà dans ce que tu as présenté là, à travers ces deux essais dont tu es l'auteur, des liens, des résonances avec l'hydrologie régénérative et la vision portée par l'hydrologie régénérative que je vais vous rappeler très succinctement juste là. L'hydrologie régénérative se positionne comme une voie alternative à la maladaptation au changement climatique qui conduit tôt ou tard à accroître la vulnérabilité d'un système, ce que tu as aussi rappelé tout à l'heure. L'intention, à travers l'hydrologie régénérative, c'est d'opérer et d'explorer un changement culturel et scientifique à l'égard des hydrosystèmes. Et plutôt que de s'enfermer dans un rapport de contrôle et d'optimisation des flux, des stocks, euh, il s'agit de basculer vers un mode relationnel qui cultive, qui prend soin et qui forme des alliances humaines et non humaines avec l'eau et avec ses cycles. Donc l'hydrologie régénérative, elle ne cherche pas à supplanter l'ensemble de pratiques ou de techniques qui existent déjà, mais plutôt de leur donner du sens avec une profondeur philosophique et d'insister sur leur pertinence et leur nécessaire déploiement sur les territoires. Et peut-être que Charlène, là, je peux te redonner la parole vis-à-vis de ce que Simon nous a présenté de ses intentions et même de son histoire vis-à-vis de ses deux premiers essais. Toi, peut-être particulièrement, quels sont les ponts ou les résonances que tu vois peut-être un peu plus finement avec ce que présente Simon dans ses essais? Oui, très rapidement, je vais pas prendre trop de temps, mais ce qui me semble intéressant dans l'articulation du travail et l'analyse de Simon et le nôtre en tant qu'association, c'est de voir, déjà, il est parti d'une problématique globale avec la question de l'eau verte, de l'eau bleue, de l'économie de l'eau et la manière dont on l'échange au quotidien à travers nos modes de vie. Et nous, l'eau verte, c'est aussi notre point de départ pour l'hydrologie régénérative. C'est de voir que finalement, on a oublié de représenter l'eau verte dans nos représentations et même de favoriser sa circulation à travers des aménagements simples et peu coûteux. Et en fait, moi-même, en tant qu'hydrologue, dans ma formation, on ne m'a pas enseigné ce qu'était l'eau verte et on ne m'a pas non plus appris comment elle circule à l'intérieur des continents. Et ce phénomène de l'eau verte, qui a été assez bien véhiculé par Daniel Zimmer, qui a écrit L'empreinte eau, puis L'eau et la planète, et en fait, mais qui a eu du mal à percer dans le contexte français. En fait, on peut agir véritablement. Et donc, je trouve que de recentrer après sur ce deuxième ouvrage que nous sommes faits d'eau et d'élargir la question de l'eau, enfin de la sortir du tuyau, comme on dit souvent, hein, c'est de voir que l'eau, c'est pas que un fluide qu'on va pomper et utiliser et rejeter. Et en fait, en introduisant cette question de l'eau verte, là, on bascule dans un autre rapport et dans autre chose. Et peut-être, alors là, c'est une question qui n'était pas prévue, mais Simon, je te renvoie un petit peu la balle parce que tu connais parfaitement le système de gouvernance de l'eau en France. Tu le détailles super bien avec ses tensions, ses contradictions. Comment est-ce que l'eau verte vient bousculer un peu ce système-là de gouvernance? Parce qu'aujourd'hui, on ne traite que l'eau bleue, l'eau grise, mais pas l'eau verte. C'était une question un peu imprévue, mais on peut. C'est une balle au rebond si tu la prends et si Oui, après tu.
Ouais, bien sûr. Non, alors c'est vrai, hein. Notre système de gouvernance même a été créé pour gérer l'eau bleue et l'eau grise, comme tu dis. Alors, je dirais même pour développer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et donc, il y avait toute cette partie assainissement qui était quand même très présente parce qu'il y avait des rivières trop polluées, en fait, hein, tout simplement. Donc, on s'est dit, il faut vraiment améliorer le service public d'assainissement. Donc, quelque part, on a bien pris en compte l'eau grise. On a créé le système de redevances qui sont des espèces de taxes pollueurs-payeurs. C'est pas exactement ça, parce que c'est pas vraiment le pollueur qui paye, mais on avait l'idée d'une taxe pollueur-payeur, justement, pour dépolluer et pour diluer, hein, quelque part, ces eaux grises. Mais on a oublié, alors je pense qu'on a oublié une partie de l'eau bleue parce que tout le grand cycle de l'eau, donc toute l'eau en fait, comme la préservation de l'eau dans la nature a été laissée de côté par ce système ou a été mal prise en compte par ce système. Et aujourd'hui, toute la question du financement justement du grand cycle de l'eau se pose dans le financement de la politique de l'eau en France. Et puis, il y a effectivement l'eau verte qui a été laissée de côté parce que méconnue en réalité. Et là, il y a quand même quelque chose dont on peut se féliciter, c'est que aujourd'hui, c'est un concept qui est de plus en plus connu, dont on parle beaucoup et souvent même quand je ne sais pas si je me déplace et que je fais une présentation, en fait, tout de suite, on va me dire oui, mais il y a un aspect aussi qu'on doit prendre en compte, c'est la question de l'eau verte. Je donne un exemple tout bête, hein, mais récemment, j'ai parlé avec des acteurs du tourisme, donc on parlait beaucoup voilà, d'économie d'eau, de tourisme durable, etc. Et puis, à un moment, je leur ai mis la slide sur l'eau verte en disant il y a aussi pour vous un aspect régénératif, quelque part, à prendre en compte, prendre soin des milieux, vous dire que quand vous créez une activité touristique, potentiellement, vous allez détruire des forêts, etc. Et en fait, ça les a pas surpris. Tu vois, je pense qu'il y a une dizaine d'années, ils auraient dit, attends, mais c'est pas de ça dont on parle. Nous, on parle juste d'économiser l'eau qui va dans les tuyaux, de peut-être moins polluer, à la limite de prendre soin, voilà, de la rivière qu'on va utiliser pour des activités touristiques, hein, ou du lac qu'on va utiliser pour des activités touristiques, mais ils n'auraient pas pensé à cet aspect eau verte qui est important, de prendre soin des sols, de prendre soin des forêts, et sur lesquels, en fait, il y a un problème de financement parce que ça rentre pas exactement dans l'eau. C'est un peu aussi mélangé avec la biodiversité, donc il y a un problème d'identification, je pense. Et puis c'est encore, je crois qu'on commence en fait à se rendre compte de l'importance de préserver la nature pour préserver le cycle de l'eau. Et donc ça a été mal pris en compte. On est sur des aspects longs, mais la prise de conscience aujourd'hui fait que ça ouvre un espoir quand même pour se dire que d'ici à 2050, on aura bien intégré tous ces mécanismes et on aura mieux compris le cycle de l'eau et qu'on aura effectivement trouvé des mécanismes financiers, mais aussi des mécanismes politiques pour protéger l'eau verte et faire en sorte qu'on stabilise, qu'on ralentisse, qu'on stabilise ou qu'on gère mieux le cycle de l'eau d'une manière générale. Merci Simon. Je me permets d'enchaîner avec la prochaine question. On l'a compris, l'hydrologie régénérative, elle appuie sur la nécessité d'un changement culturel et tu l'as bien rappelé aussi en début de ta présentation, un changement culturel dans notre rapport à l'eau, nous humains. Et est-ce que toi, tu as des pistes, as des conseils pour comment faire pour accompagner cette transition culturelle de manière concrète, en sortant un petit peu des sphères éthérées, voilà. Oui, oui, alors si tu en fait justement, alors dans Nous sommes faits d'eau, il y a une petite partie aussi historique, hein. Je mets toujours une petite partie historique, mais qui est axée plutôt sur les mythes de l'eau. Et donc, quand on regarde les grands mythes de l'eau ou la manière dont on parle de l'eau dans différentes religions, il y a quand même un aspect très spirituel vis-à-vis de l'eau. À peu près tous les mythes disent qu'on vient en fait de l'eau, donc que nous sommes faits d'eau, hein, quelque part, mais aussi que finalement l'eau c'est la matrice du monde, qu'on en a vraiment besoin pour survivre, qu'il faut donner accès à l'eau à l'étranger qu'on ne connaît pas, donc il y a le droit de soif quelque part qui est reconnu. Donc on voit que c'est un élément extrêmement important. Et puis par contre, quand la société s'est complexifiée, alors, je reviens pas en plus sur le fait que nos ancêtres animistes voyaient l'eau comme étant vivante. Voilà, donc il y avait aussi un aspect, enfin, voyaient d'une manière générale la nature comme étant vivante. Mais quand nos sociétés se sont complexifiées, quand l'agriculture s'est développée finalement, et que les villes se sont développées aussi, l'eau, ça devient plutôt ça devient un intrant, quoi, en fait. Ça devient quelque chose d'économique, alors qui permet évidemment de survivre, hein, qui permet d'avoir accès à la dignité, qui est un instrument de stabilité aussi, hein, importante dans l'Empire romain. Finalement, quand on parle du pain et des jeux, bah, si vous voulez produire du pain, il faut évidemment avoir de l'eau pour produire des céréales. Donc, on lui donne une importance particulière
à l'eau parce qu'il faut l'acheminer, mais lui donner accès, on en a besoin pour produire, mais en même temps, elle est vue vraiment comme étant un intrant, comme un facteur finalement de stabilisation et de développement des sociétés complexes. Et pour les souverains qui développent l'accès à l'eau, il y a aussi ce positionnement qui est très particulier, finalement, parce que ça leur donne quelque part le droit de vie et de mort sur leur population. S'il n'y a pas d'accès à l'eau, la population meurt. Mais en même temps, s'ils donnent ce droit de vie et de mort à la population, enfin ce droit de vie à la population, c'est parce qu'en fait, ils veulent stabiliser aussi le développement de leur royaume ou de leur empire. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, en fait, de façon culturelle, en fait, on voit l'eau souvent comme étant un détergent. Donc je dirais un intrant, un détergent. On ne sait pas vraiment d'où vient l'eau qu'on a dans notre robinet. On a tendance aussi, je pense, à considérer les rivières ou les fleuves comme des poubelles, hein, d'une manière générale. Hein. On peut revoir encore des images assez choquantes qu'on a vues à Paris, là où on voit un camion poubelle qui envoie à peu près tout ce qu'il trouve sur son passage, donc qui envoie un jet d'eau d'ailleurs pour nettoyer. Donc on n'est pas trop dans de l'économie d'eau avant de balayer et qui envoie une bonne partie à des détritus dans un canal. Donc en fait, il y a cette perception, mais cette perception, elle est aussi en train de changer. Et là aussi, il y a un aspect très positif avec le réchauffement, parce que plus il fait chaud, plus on a envie de se baigner. Et donc, ça entraîne quelque chose de dramatique. On voit qu'il y a eu beaucoup de noyades ce week-end, par exemple. Mais si on a envie de se baigner, si on a envie de plonger dans la rivière d'à côté ou dans le lac d'à côté, je pense que ça nous pousse aussi naturellement à plus le respecter et justement à ne pas le prendre, à ne pas le considérer comme une poubelle. Donc, il y a un changement naturel, il y a un changement culturel qui se fait assez naturellement parce que les gens sont en train de se réapproprier d'une manière générale les fleuves et les rivières pour la baignade. À partir du moment où il y a cet usage humain de la baignade, les élus aussi ont intérêt à investir dans la dépollution des rivières et des fleuves, à rendre aussi des parcelles baignables quand c'est possible pour éviter les dangers. Alors, je dis bien quand c'est possible parce que ça dépend évidemment de la vitesse du cours, enfin, du débit du cours d'eau, etc. On ne peut pas se baigner partout, mais là où on peut, en tout cas, à donner accès à la baignade aux rivières. Et donc, le changement culturel s'opère comme ça, en fait. Je pense qu'il y a une tendance naturelle qui fait qu'on a besoin de se baigner dans l'eau. Et plus on aura besoin de se baigner aussi, et moins, en fait, on va polluer des eaux de surface parce qu'il faut qu'il y ait un accès humain. Après, je te donne un exemple aussi en lien avec une expérience personnelle, mais moi j'ai fait mon Erasmus en Suède, mon échange en Suède, et donc il y avait deux choses qui m'avaient surprise parce que c'était quand même il y a plus de 20 ans. Il y a ce rapport à la nature qui est quand même très différent, parce qu'on peut se baigner à différents endroits quand même dans la ville, à Stockholm. Et il y avait déjà, enfin, il existait en fait une île à Stockholm qui était une île préservée où il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que de la nature. Ils avaient mis leurs eaux là-bas, etc. Mais en fait, c'était une manière de dire là, vous vous baladez soit à pied, soit à vélo. Et là, il y avait des points de baignade. Donc ça montre en fait quand même une évolution parce que quand tu arrives de l'étranger, tu dis ah, bah, c'est super sympa. En fait, nous, on peut pas se baigner. Enfin, moi, je peux pas me baigner dans la Seine en tout cas, mais eux, ils peuvent se baigner à proximité. C'est pas très surprenant pour les Allemands et les Suisses, mais pour nous, Français, on était quand même assez surpris de l'amélioration du cadre de vie que ça te donne. Hein. Parce que du coup, tu vois que l'eau est propre, tu as envie de te baigner en plus, même si tu n'es pas du tout acculturé à cette idée de te baigner dans une rivière ou dans un lac ou dans un point en ville. En fait, le fait de voir l'eau propre te donne envie de te baigner. Donc il y a cette évolution, je pense, des usages qui se fait. Puis après, il y a d'autres évolutions. Alors là, je parle aussi un peu plus sérieusement parce que c'est quelque chose qu'on observe, mais il y a toute l'évolution juridique. Évidemment, est-ce qu'on va donner des droits et des devoirs aux rivières de la même manière qu'on a donné des droits et des devoirs aux entreprises? Et ça, c'est quelque chose aussi que vous couvrez dans l'association. Hein. Mais il y a quand même une évolution importante qu'on observe partout dans le monde, qui est prise très au sérieux par les juristes. Hein. Euh, euh, si on donne des droits à la rivière, en fait, à un moment, on peut se dire, bah, l'eau est polluée au robinet, c'est à cause de la rivière qui est polluée, et donc c'est à cause de celui qui a pollué la rivière. Donc ça peut donner une importance aussi juridique pour remonter la chaîne et vraiment appliquer le principe pollueur-payeur, cette fois. Euh, Après, ça pose aussi des questions de représentation, c'est-à-dire qui est capable de raconter les mots MOTS et les mots MAUX de la rivière. Ça pose des questions euh, de, de- de poids qu'on va donner aux représentants de la rivière aussi dans les instances de gouvernance de l'eau, sachant qu'on représente déjà les milieux naturels par des associations de protection de l'environnement.
Mais évidemment, si vous donnez des droits aux rivières, mais qui après, la personne qui est censée les représenter n'a pas beaucoup de poids dans les instances de gouvernance, ça pose quand même des questions aussi sur la manière d'appliquer ce droit des rivières. Et puis, il y a la question aussi de voir la rivière comme étant vivante. Et là, il y a un livre de Robert Macfarlane qui s'appelle Is a River Alive? Ou Is This River Alive? Vraiment un très très beau livre. Alors Robert Macfarlane, en plus, c'est un prof de littérature, donc il écrit vraiment très bien. Et il montre bien en fait quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, peu importe que la rivière soit vivante, peut-être même peu importe qu'elle ait des droits, l'important c'est que nous, on change notre regard sur la rivière, qu'on change notre expérience de la rivière. Et d'où l'importance de la dépolluer, parce que si la rivière est moins polluée, bah, en fait, vous avez plus envie de plonger dedans et ça change aussi toute votre expérience, tout votre rapport à la rivière. Parce que d'une manière générale, on préfère toujours ce qui est propre à ce qui est pollué, on préfère ce qui est vivant, ce qui a l'air vivant. Donc la rivière qui est aussi zigzag, qui circule, qui a une belle couleur, que celle qui a l'air putrifiée et mortifère. Donc il y a une vraie question aussi d'expérience au vivant, d'expérience à la nature qui est importante et qui peut passer par des droits, qui peut passer par des reconnaissances de la rivière comme étant vivante, mais finalement peu importe parce que l'important c'est vraiment nous ce qu'on en fait en termes de respect. Et puis après, sur des questions économiques aussi, alors je pense que l'économique aussi a un effet sur le culturel, hein, comme le juridique a un effet sur le culturel. Sur l'économique, mesurer le capital naturel plutôt que le capital, je sais pas, financier par exemple, comme étant un élément de richesse, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui est débattu depuis 20 ans chez les économistes. Il y avait même une proposition très sérieuse de prix Nobel d'économie sous l'égide de la France, hein, d'ailleurs, en 2007, qui disait, bon, la richesse financière, économique, c'est un élément, mais il y a aussi le capital naturel. Donc, notre richesse, c'est finalement notre capacité aussi à protéger la nature, hein, à protéger les forêts, à protéger l'eau et à diminuer la pollution. C'est une forme de richesse. Et évidemment, il y a tout le bien-être qui va derrière, la santé, l'accès à l'éducation, les inégalités de toutes sortes. Ça aussi, c'est une forme de richesse. Et ça, on l'a pas encore bien pris en compte. Mais je pense que si déjà on développe des indicateurs de comptabilité naturelle, on considère que bien prendre soin des cours d'eau, c'est un élément de richesse, ça va influencer la manière dont on pense les cours d'eau et ça va influencer la manière dont les entreprises aussi, les acteurs économiques traitent les cours d'eau d'une manière générale. Donc il y a Merci. toute cette question quand même ouais, très globale aussi de mesure aussi de l'économie et ça s'inscrit dans les questions de gouvernance globale que je mentionnais tout à l'heure parce que c'est une manière d'embarquer aussi les différents États dans la gouvernance globale que d'avoir des indicateurs globaux. Charlène, je te passe la main apparemment. Tu voulais réagir vis-à-vis de cette question de l'accompagnement du changement culturel. Ben ouais, il y a beaucoup de choses déjà. Merci Simon, c'est hyper intéressant. Et ce livre de Robert Macfarlane, il est sur ma pile de choses à lire. Et je trouve que c'est intéressant de mettre au jour cette tension qui est inhérente à notre rapport aux éléments et à la nature, aux écosystèmes. C'est de réanimer sans suranimer. Si je paraphrase Baptiste Morisot, c'est cet enjeu d'ajuster nos égards sans suranimer, sans prêter des intentions autres aux éléments naturels, voire même de projeter des traits anthropologiques ou anthropomorphiques sur la rivière. Et ça, c'est un vrai risque. Euh, et, euh, et en fait, ce que tu as retracé, c'est assez juste. C'est-à-dire, on a une gouvernance de l'eau en France avec une forme participative, représentative, peut-être pas suffisante, certes, mais est-ce que pour autant on va suranimer la rivière dans une culture qui est naturaliste? C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Nous, on ne traite pas forcément ce sujet-là à travers l'hydrologie régénérative. On va recentrer un peu la discussion autour notamment du dialogue territorial. Mais je trouvais intéressant de mettre au jour aussi ces nouvelles formes qui émergent. Tu as évoqué cette reconnaissance des droits. C'est une réponse. Il y a aussi autre chose, et tu l'as évoqué en tant qu'économiste de l'eau, c'est la question des indicateurs et voire même penser un système financier autour des services rendus par la nature. Dans le livre Eau vive, tu l'as lu aussi et tu as aussi vu notre positionnement par rapport à ça, que quand on en vient à rémunérer la nature pour les services qu'elle donne aux sociétés humaines, on prolonge en fait ce rapport justement d'asservissement, de domination, de la nature me doit des services
Et c'est là où c'est un peu difficile. On est sur une ligne de crête parce que à la fois il faut reconnaître que les zones humides, les rivières, lorsqu'elles sont en bonne santé, permettent de remplir leur rôle. Je préfère parler comme ça. Et lorsque, tu l'as bien vu, tu l'as bien dit, des rivières sont en mauvais état, on ne peut pas aller se baigner, etc. Et donc, en fait, c'est cette relation d'interdépendance qu'on a besoin de révéler, de faire reconnaître par des systèmes, sans prolonger, en fait, ce système qui les contient dans une relation de subordination. Et c'est peut-être là tout l'enjeu d'arriver à réanimer sans suranimer, sans continuer une forme d'exploitation, quoi, finalement. Et donc, on a une sorte de tension aussi, et peut-être que tu peux réagir là-dessus, sur ces questions de solutions fondées sur la nature. Enfin, quel est ton regard là-dessus? Parce que c'est vrai que on peut utiliser ce terme-là, invoquer les solutions fondées sur la nature plutôt que des solutions très très contrôlantes comme des systèmes d'endiguement. Mais est-ce que on change véritablement notre rapport à l'eau en utilisant toujours cette relation-là? Et après, on ouvrira la voie au dialogue. Ouais, et je pense qu'en fait, on a quand même encore deux questions super importantes à traiter. Donc, je te propose, Simon, de peut-être rebondir rapidement, Oui, succinctement à ce que Charlène te propose voilà, comme piste de réflexion. Et ensuite, on pourra revenir peut-être sur les deux dernières questions qui sont vis-à-vis justement de ces politiques de l'eau, thème de notre webinaire. Et enfin, comme tu l'as évoqué, Charlène, la question du dialogue territorial à accompagner. ouais, mais alors sur les solutions fondées sur la nature, ça me semble en fait, en tout cas, mieux que certaines solutions technologiques. Alors, je dis mieux que, et en tout cas, enfin, je mets beaucoup de contexte parce qu'évidemment, sur l'eau, il y a rarement des solutions miracles. Il y a aussi toutes les contraintes en fait du bâti actuel qui font qu'on peut pas faire des solutions fondées sur la nature partout. Puis des contraintes d'urbanisme, etc. Enfin, de densité de population, quoi, je veux dire, qui s'appliquent pas forcément toujours, mais ça me semble plutôt, enfin, en tout cas, il y a une grosse littérature dessus qui montre que ça fonctionne bien, que ça coûte pas forcément plus cher que les infrastructures grises. Je pense aussi ça faut le mentionner parce que souvent dans les limites, on dit oui, mais bon, l'infrastructure grise, on maîtrise quoi, la digue, etc. Enfin, on sait comment faire, on voit combien ça coûte sur les solutions fondées sur la nature. Parfois, c'est un peu plus vague, mais en fait, c'est faux. Généralement, justement, on mesure très bien combien ça coûte, ce que ça rapporte, et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut développer sur les territoires, même si, évidemment, hein, il faut avoir un panel de solutions, parce que, encore une fois, hein, quand vous êtes à Paris, par exemple, il y a plein de solutions fondées sur la nature qu'on peut appliquer. On peut développer la végétalisation, on peut laisser on pourrait laisser la Seine déborder sur un espace beaucoup plus végétalisé, par exemple, quand il y a des crues, mais il y a d'autres solutions qui sont plus compliquées. Je pense notamment il y a forcément du ruissellement, quoi. On est en ville, et donc on est obligé à un moment de capter cette eau de pluie, de la stocker avant de la rejeter naturellement, et ça passe plutôt là dans ce cas-là par une infrastructure grise. En tout cas, c'est la solution qui a été prise à Paris notamment pour éviter les rejets massifs d'eau de pluie dans la Seine et éviter les crues. Et du coup, ça fait une belle transition, je trouve, avec le fait que nous sommes d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'accompagner aujourd'hui l'évolution des politiques publiques liées à l'eau. Euh, et selon toi, à quoi pourrait ressembler une politique de l'eau à la fois ambitieuse, réaliste et adaptée aux défis à venir? Je pense qu'en tout cas, l'eau, il y a un avantage, c'est que c'est un enjeu unificateur. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut moins polluer, qu'il ne faut pas gaspiller. Tout le monde est d'accord, au moins sur le papier. Et donc, c'est quelque chose qui est assez facile pour engager les différentes personnes. Après, au niveau local, il y a cette idée de république de l'eau. Dans Nous sommes faits d'eau, là, j'ai tout un chapitre sur la république de l'eau parce que l'eau, c'est la chose publique par excellence. Tout le monde ressent la soif. Personne n'a envie que l'eau soit polluée. Personne n'aime vraiment le gaspillage de l'eau. Pour autant, les citoyens ne sont jamais consultés directement sur les enjeux relatifs à l'eau. Il y a un vrai problème de démocratie de l'eau. On va consulter les représentants locaux des citoyens, hein, mais on n'a pas un système politique dans lequel on partage, on gouverne avec les citoyens directement. Donc il y a une vraie question de consultation directe, à mon avis, des citoyens, au niveau du bassin, au niveau du sous-bassin, vraiment au niveau territorial, qu'on puisse les écouter.
Moi, j'ai rencontré différents comités citoyens qui ont été formés par des syndicats des eaux, hein. Et c'est quand même impressionnant de voir des gens qui parfois n'y connaissaient rien et qui deviennent quand même des spécialistes, on pourrait dire, hein, de l'eau, qui connaissent mieux les sujets que les élus, qui donnent leurs avis aux élus. Après, évidemment, le deuxième volet, c'est il faut que les élus écoutent. Et ça, c'est plus compliqué. Alors, parfois, c'est pas forcément du fait des élus, mais parce que parfois, il y a des contraintes réglementaires qui font qu'on peut pas appliquer certaines solutions, évidemment, hein, mais au moins, ça relance le débat, hein. Ça peut faire monter aussi, enfin, on peut faire évoluer les lois. Et puis aussi, il y a quand même des enjeux électoraux qui sont très présents en France, qui fait qu'on bloque tout pendant les années électorales, ce qui me semble aussi très bizarre, mais finalement, un comité citoyen qui se réunit 6 mois, 9 mois avant l'élection, du coup, n'a plus aucune valeur parce que le maire va changer, parce que on leur dit que là, c'est la campagne électorale, donc on ne peut pas parler de tel ou tel sujet, donc c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est important parce que aussi, en allant un peu partout en France, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de conflits liés à l'eau. En fait, il y a les conflits de Sainte-Soline, des méga-bassines à Sainte-Soline, mais il y a plein de mini Sainte-Soline en France. Il y a quand même beaucoup de situations conflictuelles avec l'agriculture aussi, qui font que, à mon avis, il faut vraiment consulter les citoyens, les engager autour de ces questions parce qu'ils doivent avoir leur mot à dire. Après, il y a un deuxième aspect qui est important aussi dans la gouvernance de l'eau, c'est la mauvaise représentation des milieux naturels. Ça, je l'ai déjà dit, et en fait, on va pas dans le bon sens de l'histoire parce que quand on voit les lois qui sont débattues actuellement euh, au Parlement, en fait, on est plutôt en train de donner moins de pouvoir au milieu naturel, alors qu'on était dans une tendance inverse, c'est-à-dire que les dernières années, on avait quand même plutôt réformé la composition des comités de bassin de manière à mieux représenter les associations qui représentent, qui défendent la nature. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi que de mieux représenter la nature, mais aussi d'une manière générale, hein, ça passe par le changement de culture, de mieux protéger la nature et d'appliquer la loi, puisque dans la loi française, l'eau pour les milieux aquatiques, pour les milieux naturels, pour préserver les milieux, c'est quand même c'est prioritaire. Alors c'est un des enjeux prioritaires au même titre que l'eau pour l'accès humain et pour la santé publique et la sécurité civile. Donc c'est une simple application de la loi, mais je trouve que c'est toujours détourné d'une manière ou d'une autre au niveau local et qu'aujourd'hui l'enjeu, enfin de plus en plus, c'est de donner plus de pouvoir au préfet, plus de pouvoir à l'État, quelque part aussi pour que l'État ait le dernier mot, mais dernier mot en faveur d'activités économiques très souvent et pas en faveur des milieux naturels. Et ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être attentif. Après, il y a d'autres choses possibles, mais qui sont, on va dire, un peu plus originales et très contestables aussi, hein, mais que je mets en avant dans le livre. La question d'avoir un ministre de l'eau. Je pense que c'est une manière d'unifier quand même les différents enjeux de l'eau, puisqu'aujourd'hui, ils sont divisés entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Économie. Il n'y a pas vraiment de dialogue entre ces trois ministères sur les enjeux liés à l'eau, où il y a des dialogues qui sont compliqués, en tout cas. Donc, à tenter en fait d'avoir un représentant global des enjeux relatifs à l'eau pour voir si ça change les équilibres, ça me semble être quand même une bonne idée. Et c'est à mon avis une bonne idée pour éviter vraiment enfin, des manifestations, un effet vraiment gilet jaune autour de l'eau, parce que c'est quand même des tensions aussi qui remontent. Et je pense qu'à un moment, il faut avoir un acteur bien identifié pour régler ces tensions. Puis après, il y a tous les aspects de gouvernance économique. Donc tous les aspects de gouvernance économique, le pollueur-payeur, qui est constitutionnel mais qui est très mal appliqué. Donc là, en fait, on est entre le pollué-payeur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'usager domestique qui paye l'essentiel de la dépollution ou le contribuable hein, qui paye l'essentiel de la dépollution in fine, et pas celui qui pollue vraiment. Donc là, on a un vrai problème. Ou alors sinon, on a le pollueur payé, c'est-à-dire qu'on continue à subventionner massivement des activités polluantes. Et donc là, en fait, de façon très simple, j'ai envie de dire, passons en revue toutes les subventions qu'on a à des activités polluantes et donnons-les à des activités non polluantes, quoi. Je veux dire régénératives, qui limitent la pollution, qui au moins qui diminuent la pollution, mais pas des activités qui continuent à augmenter la pollution. Puis il y a des questions de financement aussi de la politique de l'eau en France. On a un vrai problème de financement de la politique de l'eau en France. On ne met pas beaucoup, on met moins d'1% du PIB dans la politique de l'eau pour un enjeu qui est essentiel, hein, qui est encore en lien avec à peu près tous les enjeux globaux qu'on peut avoir au XXIe siècle. Donc il y a un sous-financement de la politique de l'eau qui crée des inégalités territoriales aussi fondamentales. Donc je ne reviens pas dessus, mais tous les territoires ne sont pas pollués de la même manière, avec la même intensité. Il y a des problèmes d'accès à l'eau dans certains territoires d'outre-mer par exemple.
il y a des problèmes d'assainissement dans d'autres. Donc, il y a des vrais enjeux et on risque d'avoir vraiment un service public de l'eau à deux vitesses, si ce n'est même une gestion globale de l'eau, je pense, à deux vitesses en France, hein. Et puis après, au niveau global aussi. Alors, je reviens peut-être rapidement sur le niveau global, mais moi, je défends quand même l'idée qu'il faut avoir une COP de l'eau douce, qui est encore une fois une idée qui est très critiquée, parce qu'il y a déjà plusieurs COP, et donc on aborde l'eau douce dans ces différentes COP, parce qu'il y a déjà un manque de participation dans les COP ou d'engagement dans les COP, et donc recréer une COP, c'est pas forcément un bon signe. Mais je prends le parallèle avec les océans. Sur les océans, on a un traité maintenant sur les océans, avec une COP océan qui aura lieu l'année prochaine. Donc, on a donné à l'eau salée ce qu'on n'a pas donné à l'eau douce. Et l'eau douce, c'est quand même un sujet important, avec des problèmes, des conflits autour de la gestion de l'eau douce partout dans le monde, des problèmes d'accès à l'eau partout, à l'eau du robinet, mais aussi à l'eau d'une manière générale pour différentes activités, pour les milieux naturels un peu partout. Et je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir un contrôle global, pas un contrôle qui dit attention, vous devez utiliser tant ou tant de litres, on va transférer des litres d'un pays à l'autre. Pas du tout. Un Mm. contrôle qui dit plutôt vous êtes responsable de la manière dont vous gérez l'eau. Mm. Vous devez faire en sorte qu'il y ait moins de polluants, vous devez faire en sorte qu'il y ait moins de déforestation de manière à moins affecter le cycle de l'eau au niveau global. Merci Simon. Et du coup, ça nous permet aussi de pouvoir enchaîner, et notamment sur ce que tu disais sur le manque de dialogue qu'il peut y avoir déjà au niveau étatique, mais qui se retrouve en fait à tous les échelons territoriaux. La question centrale du dialogue territorial, notamment, on sait que la gestion de l'eau, elle est très silotée aujourd'hui sur différents corps de métier, sur différentes thématiques. Et du coup, c'est vrai que si on veut recréer voilà cette vision portée par l'hydrologie régénérative ou cette politique ambitieuse de gestion de l'eau dont tu nous as fait état aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir recréer un dialogue entre toutes les parties prenantes qui sont autour de la table vis-à-vis de la gestion de l'eau. Comment est-ce qu'on crée les conditions d'un dialogue constructif entre des acteurs qui ont parfois des intérêts très divergents, tu l'as dit aussi, qui sont parfois qui créent de nombreuses tensions. Euh, voilà, ce serait déjà une première question. Et puis, si on a le temps, parce qu'il est déjà 13h17, et si on veut laisser le temps aux gens de s'exprimer, on aura cette deuxième partie de questions, notamment sur les enseignements qu'on peut tirer pour mieux articuler gouvernance, usage de l'eau et action collective. Moi, j'aime bien dire qu'il faut créer une communauté autour de l'eau, un esprit de communauté. Et donc, pour bien gérer une ressource commune, un commun, en fait, il faut avoir cet esprit de communauté. Et cet esprit de communauté, il se crée mieux entre des acteurs qui utilisent la même eau, je veux dire, la même nappe, la même rivière au niveau local. Un esprit de communauté d'autant plus fort qu'en fait, on se rend compte qu'on utilise le même commun et qu'on a des choses en commun à partager et que l'activité de chacun ou la survie de chacun dépend de l'utilisation d'une ressource commune. Donc c'est d'ailleurs ce que dit la littérature en sciences sociales, hein. En fait, il y a Elinor Ostrom qui est première femme à avoir le prix Nobel d'économie en 2009, qui a travaillé sur la gestion des communs partout dans le monde et qui montre qu'on peut éviter la tragédie des communs qui était prédit par les grands écologues en créant un esprit de communauté. Et donc il faut que chacun puisse développer des règles qui sont acceptées de la communauté, mais aussi qu'on ait une culture commune du partage qui se développe. Et ça, on peut le faire qu'au niveau vraiment local. Donc ça se fait pour moi aujourd'hui à l'échelle du sous-bassin en France. Il faut renforcer les institutions de sous-bassin, même s'il y aura des tensions. Il y aura des tensions, il y aura des conflits. On ne peut pas éviter les tensions et les conflits avec les meilleures institutions. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu institutionnel. Les acteurs se comprennent mieux quand même quand ils font partie, quand ils habitent le même territoire. Et ça aussi, alors, je le vois en me déplaçant un peu partout, c'est-à-dire que même s'il y a des désaccords, finalement les désaccords ils viennent souvent d'un lobbying qui est national. En fait, souvent euh, des accords qui sont pris au niveau local vont être détricotés à un certain moment, mais parce qu'il y a eu un lobbying qui vient d'une instance nationale où il y a une décision qui a été prise au niveau du cabinet, d'un cabinet ministériel. Voilà. Donc je trouve qu'en fait, il faut renforcer le dialogue local. Ça peut entraîner des disparités ou l'adoption de solutions qui sont très différentes. Je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, mais aussi compliqué. Il y a des choix qui peuvent être faits au niveau local qui peuvent sembler complètement bizarres quand on regarde d'un point de vue national. Mais au moins, si ces choix sont acceptés par les différents acteurs, c'est déjà quand même quelque part une victoire. Mais je vous dis ça parce que, en fait, dans les travaux d'Elinor Ostrom, quand on regarde ce qui est adopté par des communautés un peu partout dans le monde,
notamment par des communautés d'irrigants. Il y a l'idée de mettre en place des marchés. Et c'est vrai que des marchés pour échanger de l'eau, c'est pas quelque chose qu'on a développé en France, en fait. Pour nous, ça nous semble bizarre. Ça peut amener derrière une certaine financiarisation de l'eau, donc c'est pas forcément souhaitable, hein. Mais en fait, si les acteurs au niveau local ont dit, bon, nous, on a une ressource, on a stocké une partie de la ressource pour l'irrigation, et en fait, on va créer un mécanisme de prix qui fait que quand la ressource est plus rare, bah, le prix augmente, comme ça, on en utilise moins, et ça vous incite à être plus économe sur la ressource en eau ou à changer vos cultures pour utiliser des cultures moins gourmandes en eau. C'est en fait une demi-victoire quelque part, parce qu'on a quand même pris en compte qu'il fallait économiser l'eau, même si la solution qui est adoptée n'est pas forcément la meilleure solution. Elle peut recréer des inégalités entre agriculteurs, etc. Mais donc ça, il faut laisser en tout cas les processus émerger. Et je pense qu'il faut faire confiance en l'intelligence collective des différentes parties, parce que des acteurs qui sont sur le même territoire bah, se connaissent, dialoguent, sont dans une relation de long terme aussi, de plus long terme finalement que certains mandats électoraux qui peuvent entraîner aussi un horizon dans lequel on fait des mauvais choix. Donc, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, il ne faut pas avoir peur de se tromper et de laisser les acteurs au niveau local trouver des bonnes solutions. Je dis ça, c'est d'autant plus important parce que ce n'est pas exactement le sens qu'on donne actuellement à la gouvernance de l'eau, qui, à mon avis, est de plus en plus centralisée au niveau de l'État, au niveau des représentants de l'État que sont les préfets. Merci beaucoup, Simon. Est-ce que, Charlène, tu veux rajouter quelque chose vis-à-vis de ce sujet du dialogue territorial? Et puis ensuite, on a encore quelques minutes, voilà, et ensuite on pourra ouvrir le temps de questions-réponses. Oui, peut-être, tu as nommé un peu la contradiction qui est inhérente à nos institutions entre l'exercice du pouvoir central et le mode de délégation au pouvoir local, qui est ce qu'elle est, cette tension, et qui est là, je dirais, qui a atteint un certain niveau depuis quelques années, toi qui suis et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Comment est-ce que tu vois un peu ce mouvement dans la conjoncture actuelle? Moi, je nomme souvent le moratoire sur le sage Vilaine qui a créé un précédent sur ça. Et est-ce que si il faut renforcer ce dialogue territorial, moi, souvent ce que me répondent les territoires, les élus, c'est oui, mais regardez, en face, il y a une reprise en main par l'État de ces sujets-là, donc comment faire? Et c'est des questions très pragmatiques comme ça, des fois on peut se sentir un peu démuni et de dire bah, continuer, mais concrètement, comment faire? Est-ce qu'il y a un territoire qui t'inspire à cet égard par rapport à cette reprise en main vraiment localement par des processus de dialogue territoriaux? Est-ce que tu as voilà, des exemples à nous partager? Ouais, c'est vrai que c'est une question très compliquée parce qu'il y a un mouvement global effectivement qui va vers la recentralisation en fait vers l'État qui doit donner le là, mais qui est un peu dans la tradition française, c'est-à-dire que quand même il y avait une certaine intervention qui parfois aussi est demandée au niveau local, mais là qui se renforce et qui se renforce pas de la bonne manière, hein, je trouve, y compris dans la manière de communiquer, hein. Et dans la volonté de détricoter des accords qui sont pris au niveau local. Bon, voilà, c'est vraiment pas comme ce qui s'est passé dans la Vilaine. Je trouve que ça va vraiment à l'inverse vraiment du sens de l'histoire et même des institutions qu'on a créées pour renforcer finalement la démocratie locale de l'eau. Donc c'est pas du tout ça rend pas exemple, ça rend pas honneur à toutes les institutions qu'on a pu créer, hein, et qui sont vues au niveau international comme étant des bons exemples. Alors après, sur les bons exemples au niveau local, moi j'en ai, mais plus sur l'eau potable. Je trouve que justement, les comités citoyens qui ont été créés à différents endroits. Alors là aussi, il peut y avoir des défauts dans les comités citoyens, parce que parfois les citoyens sont tirés au sort, parfois ils sont volontaires. Donc évidemment, quand vous êtes des citoyens volontaires, c'est un peu différent, parce que vous avez plus de chances d'avoir des experts ou des gens qui sont engagés politiquement. Parfois, on a juste donné 2 sièges à des citoyens dans des assemblées plus générales de régie des eaux, par exemple. Donc, il peut y avoir de l'affichage sans atteindre finalement l'objectif qu'on s'est fixé. Mais en réalité, quand il y a eu un vrai phénomène de consultation de citoyens qui soient tirés au sort ou non, et qu'il y a du dialogue avec les élus, je trouve que c'est vraiment important parce que ça fait remonter ce qui est important pour les citoyens, ce qui est essentiel pour les citoyens. Et dans les questions essentielles pour les citoyens, il y a différentes questions qui ressortent. Il y a des questions d'égalité face au service public.
Donc, il y a quand même une volonté de changer les tarifs pour dire on devrait adapter le tarif de l'eau en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc, selon que ça soit essentiel ou un usage de confort, par exemple, on ne doit pas avoir le même prix. Mais il y a aussi cette réflexion plus fondamentale sur le domestique contre les activités économiques. Si on utilise de l'eau pour une activité économique, y compris de l'eau du robinet, ben, est-ce qu'on pourrait avoir un prix différent? Alors, c'est en réalité pas exactement possible dans la loi, mais il y a toutes ces réflexions qui peuvent aussi à un moment remonter, qui sont des vraies réflexions aussi sur le prix de l'eau en fonction de son usage, hein, d'une façon globale. Et puis il y a aussi une volonté en fait que les élus s'engagent sur les questions d'eau. Et ça, en fait, ça peut paraître assez, assez basique, mais finalement, les élus n'avaient pas l'impression que l'eau, c'était quelque chose d'important. Parce que l'eau, c'est invisible, l'eau, c'est. Les canalisations sont souterraines alors qu'une route, c'est visible. Donc, ils ont l'impression qu'en fait, il vaut mieux réparer les routes que les canalisations. Ils ont l'impression que d'autres services publics sont plus essentiels, mais en réalité, non. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes autour de l'amélioration du service public de l'eau. Donc, s'il y a quelque chose, en fait, qu'on peut faire, qui est possible, parce que là, les collectivités peuvent s'en saisir, c'est de réunir ou de lancer des phases de consultation des citoyens. Parce que si on ne le fait pas, en fait, les mouvements citoyens vont se développer de leur côté via l'associatif, via les expérimentations comme le Parlement de Loire. Donc on va avoir des choses en fait qui émergent de façon locale, qui vont être observées, qui vont être très populaires, qui vont vraiment engager les gens, mais qui vont être déconnectées peut-être du politique ou déconnectées en tout cas de la globalité du politique. C'est-à-dire que ça va fonctionner sur certains territoires et pas sur d'autres. Et à mon avis, là, il faudrait que ça se fasse vraiment au niveau des agences, des comités de bassin, qu'on reconsulte les citoyens, ce qui est une manière de dire bah, la base nous dit quelque chose qui est différente de ce que peut nous dire le sommet de la pyramide, et donc de confronter aussi ce que veulent les citoyens à ce qui est mis en place peut-être par l'État. Merci beaucoup, Simon. Merci, Charlène. Je vais arrêter l'enregistrement du webinaire.